Je travaille au Muséum national d'histoire naturelle Porte Dito, lycée Raspail. et quelqu'un est dans le métro, on l'entend. Euh, et donc, moi, je m'occupe de la coordination de Ah, Vie merci. Nature, qui est un programme donc, qui regroupe un Approchez, grand maman. nombre Bien. de suivis participatifs Au revoir de au la collège. biodiversité, dont l'opération Papillon. Euh, voilà. Et ça fait quelques années que je travaille sur ce programme-là avec Angélique. Et Angélique, moi, je crois que j'ai pas la possibilité de désactiver les micros, donc Oui, je vais devoir te laisser faire j'allais ça. justement te dire que je vais désactiver tous les sons, donc Anne, tu vas être désactivée aussi. Oublie pas de te réactiver, sinon t'entendras plus. D'accord. Et donc moi, c'est Angélique Daubercy, donc je travaille pour l'association Noé, donc qui est une association de protection de la biodiversité. Et bah, j'anime l'opération Papillon avec Anne et d'autres collègues de Viginature depuis maintenant bah, quelques années, depuis 4 ans et demi. Donc voilà, c'est entre autres moi qui vais vous envoyer de temps en temps des mails, faire des actus, et puis on travaille à essayer d'améliorer en continu cette opération. Et donc bah, on est ravis de vous avoir tous ce soir. On est presque 50, donc merci à tous d'être présents. Je vais vous partager mon écran pour commencer. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Exactement. Ouais, très bien. Super. Alors, on va commencer par une petite activité pour un peu briser la glace et pour apprendre à se connaître. Anne, je te laisse peut-être expliquer le principe. Ouais. Alors, le principe, il est assez simple, mais l'idée, c'est un peu de savoir qui est là. Comme on est plus de 50, c'est difficile de tous discuter en même temps. Donc, pour ça, je vais vous demander d'aller sur le site wooklab.com. Alors, ça, vous pouvez y aller soit si vous avez un téléphone depuis votre téléphone, soit en ouvrant un autre onglet dans votre ordinateur. Et sur ce site, vous allez mettre le nom du code de l'événement, ce qui sera Tier 6. Alors, WooClap, vous avez vu, c'est l'adresse qu'il faut noter là, w2oclap.com. Et après, on rentre dedans et quand on arrive, on vous demande tout de suite le code. Si vous rentrez Tier 6, ça va fonctionner. Et je Je vais suis pas sûr lancer. que ça marche sur mon téléphone, mais on me demande un peu de patience. Il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Oui. Donc, ça marche. Je vais lancer la première question. Anne, je te laisse reprendre le partage pour, euh, Ouais. pour qu'on voit les réponses de tout le monde qui s'affichent sur le Zoom. Vous voyez bien mon écran. Oui, Voilà, donc là, on a une petite carte de la France et on voit un petit peu où est-ce que, où est-ce que chacun est. On a des gens qui nous rejoignent d'un peu partout. Pour l'instant, on est surtout dans l'Est, parce qu'on a l'Ouest aussi qui va se représenter. et beaucoup dans Alors la moi, je peux moitié pas, nord. beaucoup dans la moitié nord. Moi, aujourd'hui, je peux pas participer en même temps que je l'anime. Mais aujourd'hui, je suis en Bretagne aussi. Il y a peut-être des matchs de rugby en ce moment dans le sud-ouest, je ne sais pas. Et qui font que les gens ne sont pas là. On garde quand même une diagonale vide qui est la même que sur la carte de participation, hein. Qui est l'inverse de la diagonale du vide tellement célèbre. C'est vrai. Puis il n'y en a personne en Corse, ce qui est souvent le cas aussi. Et ouais, je crois qu'on a un ou deux participants en Corse habituellement, donc peut-être que n'a pas pu être là. Ils sont en vacances en métropole.
On a vraiment un nord de la France très bien représenté. Là, il y a 42 personnes qui sont sur le... dont 35 qui ont voté. Je N'oubliez crois pas de que... cliquer sur valider. Si vous ne cliquez pas sur valider, Ouais. votre réponse ne sera pas comptabilisée. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien tous et toutes la carte. On va passer à la question. Hop, quelques-uns qui sont encore en train de voter. Voilà, donc c'est quand même ce que permettent ces webinaires, c'est de pouvoir se retrouver tous ensemble un soir de partout à travers la France. Passer à la deuxième question, parce que je crois qu'on est déjà pas mal à voter. La question, c'est dans l'opération Papillon, vous êtes en devenir, je n'ai pas encore participé, un explorateur, je participe depuis moins d'un an, un récidiviste, j'ai fait plusieurs saisons d'observation, ou est-ce que vous êtes un pionnier qui participe depuis 10 ans ou plus? Il y en a plein de participants en devenir, on a toujours des pionniers, j'ai pu reconnaître des visages connus, et des récidivistes. Une bonne répartition, hein. Il y en a plein de futures observatrices et observateurs. D'où l'intérêt de ce webinaire, c'est une bonne idée. Tout à fait. Alors Exactement. pour les explorateurs, les récidivistes et les pionniers, euh, on va peut-être vous raconter des choses que vous savez déjà sur comment on participe, mais c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a plein de nouvelles et de nouveaux qui s'intéressent au projet. Parce que je pense que tout le monde a pu voter. Ah, ça bouge Encore quelques-uns, ça bouge encore. Un cinquième pionnier. Hmm. Plus de 10 ans, c'est quand même de la très longue participation. Alors, on a quelqu'un qui nous dit qu'il ne sait pas comment aller sur WooClap. Pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, vous allez sur le site wooclap.com, soit depuis votre smartphone, soit depuis votre navigateur. Et on va vous demander un code événement, donc il faudra entrer le code TIR6, TIRCIS, qui est affiché actuellement sur l'écran du Zoom. On va passer à la question suivante. Je crois qu'il y a une bonne Mm. partie qui a pu voter. C'est super cette représentation. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a une espèce qui vous a marqué? Peut-être la première espèce qui vous a marqué, une espèce de papillon. Si vous deviez n'en retenir qu'un, C'est dur, on vous demande de faire des choix aujourd'hui. le gazé. Le macaron qui a l'air d'être en tête des Ouais, réponses. il y en a qui ont en tête des réponses. En fait, là, je sais pas si vous voyez tous le nuage de mots qui s'affiche avec toutes les réponses, alors ça bouge pas mal. Avec, plus un, plus une réponse a été donnée par un grand nombre de personnes, plus le mot sera écrit en gros. Donc on a le macaron et le flambé qui apparaissent en gros. Le grand pan de nuit, les sphinx, les azurés, la grande tortue, sphinx de la vigne, le citron, le pan du jour, l'aurore. En mode plein écran, je n'ai pas accès à Internet. Oui, c'est vrai que c'est plus pratique de le faire sur un smartphone si vous en avez un. Sinon, bah, soit vous sortez du plein écran de Zoom peut-être, soit sinon, je sais pas, Anne, comment tu le gères sur ton PC. Moi, je suis sur un Mac, du coup, peut-être que c'est pas pareil pour avoir la fenêtre Internet en parallèle du Zoom. Ouais, ouais, faut réduire la fenêtre de zoom. Et alors, si Parce on que avait le c'était droit à là. un deuxième choix, moi j'aurais dit tabac d'Espagne. Ouais, c'est un beau pavillon, ça. Ouais. Bon, on peut faire un deuxième choix. Vous avez le droit? Allez. Je l'ai fait.
Allez. On a la carte géographique aussi dans les choses un peu originales, la goutte de sang. Mhm. Il y a machine. Alors ça, Ben, ça, c'est le correctif dictionnaire ortho- Ah du ouais, Ouais. ça, smartphone. Au lieu de macaron, il y a mis machine. Ah oui. le correcteur orthographique. Un On Robert le connaît pas Diable. exactement. Ça fait un beau nuage de mots. On pourra l'afficher en bilan Ouais. du webinaire. Il faudrait presque enlever machine. Faudrait presque enlever machine. Bon, c'est rigolo, ça nous rappellera les correcteurs orthographiques. C'est ça. Mais en tout cas, on voit que le flambé et macaron, c'est vraiment des espèces qui marquent. Ce qui n'est pas étonnant, hein, vu la beauté de ces papillons. On a le Puis fameux Robert le puis la Diable. grosseur. Ouais. C'est ça, on ne peut pas trop passer à côté. Comment La réduire la grosseur, puis teneur le en fait que entre les deux, des fois, on peut se tromper entre flambé et macaron. Oui, Mais, pardon. mais par contre, on sait déjà que c'en est un des deux quand on les voit. J'ai mis Belle Dame là, mais disons, Ils Belle sont Dame, séparés. la migration de 2009, mais c'est pas sorti là, apparemment. La Belle Dame. Enfin, il y a 2009 d'un côté et Belle de l'autre. Ouais, c'était un Ouais. message pour votre dame, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Les photos. Allez, on va changer Belle Dame, de. c'est Ah là, il y a belle. 71 personnes Ah ouais. qui votent. On a beaucoup de monde qui est arrivé. Et on a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'elle vient juste de s'inscrire et qu'elle ne connaît pas encore les noms des espèces. Et donc, Bah bah, voilà. bonne découverte. C'est J'espère que un monde à découvrir. On va imprimer c'est ça. ce nuage de mots. Déjà, dans Mais quelques mois, j'allais dire que quand on vous ne les connaît pas connaîtrez tous. trop les espèces de papillons, il ne faut pas se décourager parce qu'on finit par, ça va très vite. Donc on finit par en avoir un, et puis deux, puis trois, et puis après on en connaît de plus en plus, et puis après ça devient facile. Tout à fait. Et on Ça, va passer à la dernière question. Enfin, je crois que c'est la dernière question. oui, je crois aussi. Alors, je la vois pas. Alors, ça, c'est pour savoir si vous avez d'autres, pour celles et ceux vous observez d'autres choses, plus des papillons. J'observe les papillons, mais aussi vos autres passions. Les Les oiseaux, oiseaux, les insectes, les reptiles, les les boules. plantes, les arbres. Oh là là, 45 votes, 50. Beaucoup de gens qui observent les oiseaux. Et les plantes, hein. Pas Ouais, mal de on a plantes. beaucoup d'observateurs de plantes. Mm, Bah, mm. je pense que quand on... Et savoir dans quel sens ça se fait. Est-ce que c'est parce qu'on se met à observer les papillons et les insectes qu'on s'intéresse aux plantes, dans l'autre sens? Puis les oiseaux, alors ça, c'est assez classique. C'est Bon, je veux dire effectivement... que moi j'ai toujours aimé les plantes, puis les oiseaux pas du tout. Et en fait, avec les plantes, je me suis intéressé aux insectes. Et après, avec les insectes, je me suis intéressé aux oiseaux. Voilà, comme quoi les Et du coup, parcours. maintenant, je sais reconnaître des mésanges et tout. Enfin, ça, je savais pas faire avant, puis je m'en foutais. Maintenant, j'adore ça. J'ai mis un nichoir avec une caméra et tout. J'ai eu les nichés. Enfin, voilà. Donc, en fait, je passe des plantes aux oiseaux avec l'intermédiaire des insectes. C'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant, c'est vrai que c'est souvent dans l'autre sens. Oui, Voilà, on est à 90 personnes qui ont voté, ou sinon peut-être des gens qui ont voté plusieurs fois. je C'est pense. bien fait. Vu que nous sommes 52 sur le Voilà, Zoom. donc on a... Super. Donc, Bon, bah, les étoiles. Ah, c'est joli ça aussi. c'est vrai. Et les chats. Vous aviez les chats. Très bien, très bien. Voilà, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, je vais redonner la parole à, à Angélique Oui, pour parler un petit peu de l'opération Papillon. je vais reprendre le partage. Alors, bah, pour avant de parler de l'opération papillon, on va parler tout simplement de papillons, vu que de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a des connaissances assez variées en termes de familiarité avec ces espèces-là. Donc, les papillons,
le savez probablement, ce sont des insectes. Des insectes qui sont une très très grande famille, puisqu'on a à peu près 1 million d'espèces connues dans le monde, et probablement au moins autant à en découvrir encore. Et donc parmi ce million d'espèces d'insectes, les papillons, ça correspond en France à peu près 5000 espèces, dont 253 papillons de jour. Donc finalement, si on prend les papillons de jour, on peut dire qu'on est sur une petite famille, tout étant relatif évidemment. Les papillons, comme les insectes en général, malheureusement, ne vont pas très bien au niveau de l'état des populations. Donc, pour vous donner un chiffre pas très réjouissant, les papillons de prairie en Europe depuis 25 ans ont diminué d'environ 30%. Donc voilà, on a actuellement une dynamique en termes de papillons qui n'est pas au beau fixe, d'où l'intérêt de continuer à les suivre, à les observer, à les faire connaître aussi, ce qui est aussi un des grands objectifs de l'opération papillon, c'est d'apprendre à chacun à les observer, les faire connaître et y porter de l'attention. Alors, les papillons, c'est souvent un modèle qui est utilisé quand on s'intéresse aux perturbations des écosystèmes et à comprendre l'impact de ces perturbations sur la biodiversité en général. Donc, on dit d'ailleurs que ce sont des bioindicateurs, des indicateurs de la qualité d'un milieu, pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des espèces qui sont bien connues. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un groupe qui est relativement restreint avec relativement peu d'espèces. Et en plus de ça, ils sont faciles à observer. Dans le cadre de suivi participatif, ils s'y prêtent particulièrement bien parce qu'ils ont une bonne image auprès du public de façon générale. Il y a des personnes qui n'aiment pas les papillons, mais ça reste relativement rare, beaucoup plus que des gens qui n'aiment pas les araignées, par exemple. Et puis, une autre raison qui fait qu'ils sont intéressants à observer pour quantifier un petit peu l'impact des perturbations, c'est qu'ils ont un cycle de vie qui est complexe et qui est exigeant. Donc, le cycle de vie du papillon, c'est ce qui est représenté ici sur la diapositive. Tout commence avec un œuf qui va être pondu sur une plante hôte. La plante hôte qui deviendra ensuite le garde-manger de la chenille. Et le lien entre papillons et plantes hôtes est très étroit, c'est-à-dire que selon les espèces de papillons, ils ne vont pas pondre sur les mêmes plantes, et il y a certaines espèces de papillons qui ne vont pondre que sur une plante bien précise. Lorsque l'œuf est clos, il va en sortir la chenille, donc qui correspond au stade larvaire du papillon, et qui est le stade de la croissance. Donc la chenille, dans sa vie de chenille, elle va manger pour grandir et prendre du poids. Donc elle va multiplier son poids par 4 ou 5 durant sa vie de chenille. Euh, Elle va également muer, donc pour grandir, il va falloir qu'elle passe par des mues successives. Et lorsqu'elle aura atteint son poids final, elle va se nymphoser, donc construire son cocon pour devenir une chrysalide. Qu'est-ce qui va se passer dans la chrysalide? Eh bien, il va se passer la fameuse métamorphose qui va faire de la chenille un papillon. De façon assez simplifiée, la chenille va sécréter en fait des enzymes qui vont venir digérer les tissus. Donc, on va avoir une espèce de bouillie cellulaire indifférenciée à l'intérieur de la chrysalide. Et les cellules vont se redifférencier donc pour avoir tout un remaniement au niveau des organes. Donc, par exemple, l'apparition des ailes, l'apparition du système reproducteur, le changement des pièces buccales, puisqu'on passe de mandibule à une trompe, mais encore tout un tas d'autres changements qui font qu'on passe de cette chenille au papillon. La chrysalide, enfin le papillon peut rester au stade chrysalide pendant un temps assez variable en fonction des espèces, mais ça peut durer jusqu'à plusieurs années chez certaines espèces. Et puis, à la fin de ce stade-là, on va avoir l'émergence, donc le papillon qui va sortir de sa chrysalide pour vivre sa vie d'adulte, l'adulte qu'on appelle aussi l'imago. L'adulte chez le papillon, son objectif dans la vie, ça va être de se reproduire. Donc la chenille, son objectif, c'était de grandir. Le papillon, ça va être de se reproduire. Donc il va trouver un partenaire et il va pouvoir se reproduire et à nouveau pondre des œufs et recommencer ainsi tout ce cycle. Le papillon se nourrit principalement de liquide, enfin se nourrit exclusivement de liquide et principalement du nectar des plantes. Ce qui fait qu'il a un rôle finalement assez important dans la pollinisation des plantes. Rapidement et simplement, la pollinisation, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être le fait de transporter le pollen, qui est l'organe de la plante qui porte les spermatozoïdes, donc les gamètes mâles, sur le pistil, qui est l'organe femelle de la fleur. Et donc le fait de mettre en contact le pollen sur le pistil, ça va permettre la reproduction de la plante et donc la formation de graines, de fruits, etc. Le pollen, c'est un organe qui est inerte, qui n'a pas les moyens de bouger par lui-même, donc il a forcément besoin d'un vecteur
pour pouvoir se déposer sur le pistil d'autres fleurs. Ce vecteur, ça peut être par exemple le vent chez certaines espèces, mais chez la plupart des espèces de plantes, ça va être des animaux, donc des pollinisateurs. Il faut savoir qu'à peu près sur les 300 000 espèces de plantes à fleurs qu'on connaît, on a les 4/5 dont la reproduction dépend en partie d'un pollinisateur. Donc c'est énorme. Les pollinisateurs, ça peut être plusieurs types d'animaux différents, mais c'est bien souvent les insectes. Et chez les insectes, on pense évidemment aux abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent, il y a aussi les cirques et il y a également les papillons, avec une part assez importante finalement des papillons de nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en train d'être étudié, le rôle des papillons de nuit dans la pollinisation. Mais je trouve que c'est un rôle qui est quand même important et très complémentaire de celui d'autres insectes. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des papillons, de leur rôle dans l'écosystème, on va parler un petit peu plus concrètement de l'opération papillon, donc ce programme de sciences participatives qui vise à suivre les papillons de jour, pour la plupart, communs dans nos jardins. Alors l'idée de ce protocole, c'est justement de suivre une marche à suivre, en fait, comme une recette finalement, que tout le monde va faire de la même façon. Donc tout le monde va récolter ses observations de la même façon, et ça va nous permettre ensuite de les comparer entre elles, et donc de faire des analyses de données qui sont assez poussées, jusqu'à des niveaux scientifiques assez élevés. Le protocole à mettre en place, il est vraiment très simple. Pour commencer, vous allez choisir la zone sur laquelle vous allez faire votre suivi. Donc ça peut être votre jardin ou une petite zone dans votre jardin. Ça peut être un parc public, ça peut être votre balcon, par exemple. Et ce suivi des papillons va pouvoir se faire tout au long de l'année. Donc l'idée, ça va être de sortir sur votre espace de suivi et à chaque fois que vous allez voir un papillon d'une espèce, vous allez regarder combien vous en voyez en même temps. Donc par exemple, vous voyez deux pierrites qui volent, ben, vous notez que vous avez vu deux pierrites qui volent. Pour vous aider dans les identifications et à apprendre les espèces pour les personnes qui ne les connaissent pas, vous avez tout un tas d'outils dont je vous parlerai juste après qui vont vous aider, donc des fiches d'identification, etc. L'idée, c'est de faire ces observations à l'échelle de la semaine. Donc pour chaque semaine où vous avez fait des observations, vous allez noter le nombre de jours sur lesquels vous êtes sorti sur votre site suivi. Et enfin, à la fin de la semaine, vous allez pouvoir faire la synthèse et regarder au fur et à mesure de la semaine combien de papillons vous avez vus en même temps pour chaque espèce qui était présente. Donc, comme je vous le disais, il y a pas mal d'outils qui sont faits pour vous accompagner. Et ici, je vous présente rapidement la fiche de comptage, donc qui est vraiment l'outil phare pour noter vos observations tout au long de la semaine. Donc, l'idée, c'est d'avoir une fiche de comptage par semaine d'observation. Vous allez pouvoir noter ici en haut le nombre de jours d'observation dans la semaine. Donc, est-ce que vous êtes sorti une fois dans votre jardin? Est-ce que vous êtes sorti 4 fois, 7 fois? Il n'y a pas de minimum à respecter, c'est vraiment très libre. Et le temps d'observation, d'ailleurs, quand vous sortez dans votre jardin, est aussi libre. On n'a pas normalisé ce temps-là. Et donc, à chaque fois que vous allez sortir dans votre jardin, vous allez pouvoir noter combien de papillons vous avez vus pour chaque espèce. Donc, je vous ai fait ici un petit exemple où, par exemple, le lundi, vous êtes sorti, vous avez vu 3 pierrides et 2 petites tortues. Le mercredi, vous êtes à nouveau allé sur votre site d'observation, vous avez vu 2 vulcains. Le samedi, une pierride et le dimanche, 3 petites tortues. Ce qui est important à bien avoir en tête avec l'opération papillon, c'est que quand vous allez faire la synthèse de ce que vous avez vu à la fin de la semaine, vous n'allez pas additionner vos observations. Donc, par exemple, vous avez vu 3 pierrides le lundi et une le samedi. Vous n'allez pas faire 3 plus 1 égale 4 pierrides. Vous allez vous dire combien j'en ai vu au maximum en même temps. Vous en avez vu 3. Donc ce sera ça le chiffre que vous mettrez à la fin sur votre synthèse d'observation. Donc là, sur mon exemple ici, à la fin de la semaine, j'aurais vu 3 pierrides, 3 petites tortues et 2 vulcains. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de ne pas additionner? C'est pour ne pas compter 2 fois le même papillon. Par exemple, si vous avez une pierride qui est installée chez vous, si vous en avez peut-être qu'une seule, et en fait, si vous la comptez tous les jours où vous la voyez, vous diriez que vous en avez vu 7, alors qu'en fait, c'était toujours la même. Donc pour éviter ça, on regarde vraiment le nombre qu'on a vu en même temps à chaque fois. Pour vous aider justement dans les identifications, déjà pour commencer, ce qui est intéressant à savoir sur l'opération papillon, c'est qu'on ne va pas traiter les 253 espèces de papillons de jour qui sont présentes en France. On a fait une sélection sur les espèces qui sont les plus communes et les plus remarquables ou les plus faciles à identifier. Également, ce qu'on a fait pour simplifier les choses, c'est que les espèces qui sont très proches les unes des autres,
on les a groupés dans ce qu'on appelle du coup un groupe d'espèces. Donc par exemple, le groupe des pierrides blanches, il va en fait correspondre à plusieurs espèces de pierrides. Donc on a la pierride du chou, la pierride du navet, la pierride de la rave et j'en passe, qu'on a groupé au sein des pierrides blanches. Parce que quand on débute dans l'identification des papillons, c'est vraiment des groupes qui ne sont pas évidents à distinguer les uns des autres, qui demandent soit d'être rattrapés, soit d'être photographiés de façon assez précise, avec des critères qui des fois ne sont pas faciles. Donc pour éviter les confusions et pour vraiment rendre l'observatoire accessible, on a décidé de les grouper dans des groupes. Donc on a cette fiche d'identification là qui vous permet en fait d'avoir les grands critères importants pour chaque espèce, donc la taille, les couleurs ou les dessins. Vous allez avoir aussi l'information sur la plante hôte de la chenille, donc ça peut être intéressant aussi pour savoir un petit peu si la chenille peut être présente dans votre jardin, en tout cas si c'est un papillon qui peut s'installer durablement chez vous. Et ça peut vous donner aussi des idées de plantes à mettre dans votre jardin pour attirer les papillons et leur proposer le gîte et le couvert. On vous propose aussi des fiches de distinction, donc qui, elles, sont faites pour apprendre à distinguer les espèces et les groupes qui sont proches et sur lesquels on sait qu'il y a des risques de confusion. Je vous ai mis ici un exemple avec la fiche qui concerne l'amaryllis, le myrtille, le procris et les fadets. Donc, ils sont souvent, quand on débute, des espèces sur lesquelles on fait des confusions. C'est tout à fait normal. Vous les voyez, hein, ils se ressemblent. Donc, l'intérêt de cette fiche, c'est qu'elle va vous permettre en fait de savoir quoi regarder sur les papillons pour les distinguer. Donc, vous avez déjà la taille. Ça, c'est un critère qui est vraiment important à regarder quand on apprend à identifier les papillons. Et puis, vous avez les grands critères morphologiques qui différencient les espèces les unes des autres. Donc, comme le disait un observateur en début de webinaire, il ne faut vraiment pas se décourager avec l'identification des papillons. Au début, ça peut faire un peu peur, on peut se dire qu'on ne va pas y arriver, mais en fait, c'est vraiment à force de regarder, de prendre le temps. Si vous arrivez à faire des photos aussi, ça pourra vous aider. Et puis, à force, l'œil va se faire et vous réussirez à en identifier de plus en plus et à en connaître de plus en plus. Le dernier outil qui est disponible pour vous aider dans les identifications, c'est un guide qui est disponible en PDF sur le site de l'Opération Papillon ou au format papier sur demande. Alors, si vous me le demandez là tout de suite, il va falloir attendre la prochaine réimpression, parce que pour l'instant, on arrive un petit peu au bout de nos stocks, mais on a des réimpressions qui sont prévues. Donc, il suffit de nous faire un petit mail et puis on pourra vous le faire parvenir. Et donc, ce guide, il rassemble 52 espèces, donc un peu plus d'espèces que celles qui sont ciblées par l'opération Papillon, mais qui sont les espèces communes dans les jardins, les prairies et les champs. Et là, ça vous avez un petit peu plus d'informations sur chaque espèce. Donc, vous avez ici une page qui vous montre comment le guide est fait. Vous avez à chaque fois des photos du dessus, du dessous et de la chenille. Vous avez la période de vol, qui est aussi un critère important quand vous voulez identifier une espèce, parce qu'il y a certains papillons qui vont être visibles un peu toute l'année, certains qui vont être typiquement du printemps, d'autres de l'été. Donc ça, c'est vraiment des indices à prendre en compte quand on veut identifier les papillons. Vous avez les cartes de répartition, les types de milieux dans lesquels le papillon se trouve, les descriptions assez détaillées de l'adulte, de la chenille. Et puis vous avez également les risques de confusion, donc qui vous aident à comparer les espèces proches et à savoir de quelle espèce il s'agit quand vous en avez vu. Donc là, tous les outils dont je vous parle depuis tout à l'heure sont disponibles en téléchargement sur le site Sciences Participatives au Jardin, qui est le site donc de participation à l'opération Papillon, dans la rubrique Opération Papillon tout simplement. On vous propose aussi un tutoriel pour la saisie des données, qui peut être aussi une étape du protocole sur lequel potentiellement vous pouvez avoir des petites difficultés. Donc vous avez un tutoriel qui récapitule étape après étape comment est-ce que ça se passe pour saisir vos données et qu'on puisse les avoir du coup dans les bases du muséum de Viginature. Et enfin, assez rapidement, comment ça se passe quand vous allez participer à l'opération Papillon? Donc, une fois que vous êtes inscrit sur le site, vous allez quand vous allez faire votre première participation, on va vous demander d'abord de créer votre jardin, donc qui va être l'espace sur lequel vous faites votre suivi. Vous allez le localiser, lui donner un nom, et on va vous poser quelques questions sur la composition de votre jardin en termes végétal et également sur les pratiques que vous mettez en place dans votre jardin, donc que ce soit au niveau d'utilisation d'engrais, d'intrants, de produits phytosanitaires, etc. Ça nous permet de faire des liens aussi entre les papillons qui sont observés chez vous et les pratiques qui sont mises en place. Et puis ensuite, l'interface de saisie des données, elle ressemble à ça. Vous avez la liste des espèces de papillons pris en compte dans le suivi et vous pouvez mettre ici les chiffres des observations.
Alors, d'autres éléments qui peuvent vous être utiles si vous voulez aller un peu plus loin, il y a une rubrique actualité sur le site Sciences Participatives au Jardin, dans laquelle on poste régulièrement des actus. Donc, soit ça va être sur les événements qui sont liés au programme, donc par exemple le webinaire ou la sortie d'un bilan, la sortie d'un résultat. Et ça peut être aussi des articles un peu plus de fond sur l'écologie des papillons, sur comment distinguer telle ou telle espèce, des portraits d'espèces, etc. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil de temps en temps. Des bilans, justement, on en produit une fois par an. Donc là, on est en train de travailler sur le bilan de l'année dernière. Et en fait, ces documents donc, qui sont en ligne sur le site une fois qu'ils sont produits et qu'on envoie également par mail aux participants, ça permet de rassembler toutes les données de participation, d'observation, de savoir ce qui se passe autour des programmes, donc un petit peu tout ce qu'on va vous présenter ce soir finalement. On détaille tout dans un bilan assez conséquent, les recherches en cours et les choses qui sont susceptibles d'intéresser les amateurs de papillons finalement. Et enfin, la dernière ressource qui peut vous intéresser, c'est le forum Papillons et Jardins, qui est un forum naturaliste qui ne parle pas que de papillons, même si on a quand même un gros intérêt pour les papillons sur ce forum-là. Et donc sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc il faut créer un compte, c'est indépendant du site Sciences Participatives au Jardin. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à y aller et à discuter avec d'autres amateurs qui sont passionnés aussi de la vie sauvage. Vous pouvez y poster vos photos de papillons pour demander de l'aide dans vos identifications. Vous pouvez y poster aussi vos observations et partager autour de tout cela. Euh, On va continuer avec un bilan de la participation et des observations en 2023. Donc, je vous disais, on est en train de travailler sur le bilan papier, mais là, on vous a quand même sorti quelques éléments sur la participation et les observations de l'année dernière. Donc, en 2023, ce sont 664 personnes qui ont participé à l'opération Papillon, dont 187 nouveaux. Donc, en tout cas, on vous remercie de votre participation, de votre fidélité, et puis d'avoir rejoint le programme si vous faites partie des 187 nouveaux. Et on espère que parmi vous, il y aura des nouveaux participants aussi pour 2024. En termes de nombre de participations hebdomadaires, ça représente plus de 8000 participations envoyées. Donc ça fait en moyenne 13 participations par jardin participant. Et en rouge sur la carte, vous avez les 145 jardins qui ont participé plus de 25 semaines, donc plus de la moitié de l'année, ce qui correspond à peu près à une participation toutes les semaines au moment de la saison d'observation des papillons, ce qui est vraiment conséquent et on remercie tout le monde en tout cas pour ces participations-là. En 2023, vous avez comptabilisé 66 300 papillons et vous avez ici une courbe qui vous montre l'évolution de l'abondance moyenne des papillons par jardin, donc du nombre de papillons observés par jardin, toutes espèces confondues, euh, avec en trait plein 2023 et en trait rouge pointillé 2022. Pour ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années. Vous savez qu'il y a eu un petit changement dans le protocole en 2019. Donc, avant 2019, on envoyait des participations mensuelles. Et depuis 2019, on est passé à des participations hebdomadaires. Et c'est ça qui nous permet finalement d'avoir des variations comme ça aussi fines et de se rendre compte de certains décalages. Donc, par exemple, ici, on a un pic qui était arrivé plus tôt au printemps en 2022 qu'en 2023, par exemple. Et donc ça, des fois, ça peut s'expliquer souvent avec les conditions météorologiques. C'était quelque chose qui était assez frappant entre 2021 et 2022. On avait eu vraiment un gros décalage parce que le printemps 2021 avait été froid et pluvieux. Donc ce sont des choses qu'on arrive à caractériser justement grâce à cette petite modification du protocole qui avait eu lieu en 2019. Et pour parler des papillons un peu plus précisément, on vous a fait des petits tops des papillons les plus observés et les plus rares. Les plus observés, comme chaque année, c'est le groupe des pierrites blanches, de loin, avec plus de 15 000 pierrites blanches comptabilisées en 2023. Et puis, on a eu en 2023 le retour du vulcain dans le top 5 des papillons observés, puisqu'il n'y était plus en 2022. Et donc là, il est en deuxième position en 2023, donc une espèce qui a été bien présente l'année dernière. En troisième position, nous avons le Tircis, qui est très souvent dans le top 5 et c'est pas du tout étonnant parce que c'est une espèce qui vit souvent enfin, qu'on trouve souvent dans les milieux urbains. Et puis le myrtille et les lycènes bleus en 4 et 5e position.
Les plus rares, ce sont des espèces qui sont moins communes dans les jardins. C'est tout à fait normal qu'elles soient moins observées, notamment l'apollon et les moirés qui sont des espèces de montagne, donc on ne les voit pas partout en France. C'est normal qu'elles soient peu observées. Le morio qui est une espèce forestière plutôt. Et puis deux espèces de papillons de nuit qu'on peut voir le jour, qui sont le petit paon de nuit et le sphinx à tête de mort. Je vais passer la parole à Anne pour la suite. Ouais, alors on avait un peu envie de vous raconter aussi les choses sur lesquelles on travaille en ce moment et qu'est-ce qui se passe en ce moment, sur lesquelles on n'a pas forcément encore des résultats très précis à vous donner, mais sur lesquels on avait envie un peu de vous donner des infos. Alors, il y a un travail là, qui a été lancé depuis un an, et puis là, on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre dans l'équipe Viginature qui travaille aussi là-dessus. C'est d'essayer de créer des fiches pour chacune des espèces donc, qui devraient être, qu'on voudrait mettre sur le site de saisie et de participation et sur lequel on aurait des résultats pour chacune des espèces avec une visualisation des données et des résultats qui ont été récoltés dans le cadre de l'opération Papillon avec pour chacune des fiches des contenus pédagogiques et la visualisation des données. Alors pour vous donner un peu des exemples de ce que nos collègues sont en train de faire et où est-ce qu'ils en sont, on leur a demandé de nous dire où ils en étaient et ils nous ont montré un petit peu les premières visualisations qu'ils faisaient. On a pris l'exemple pour trois espèces, pour les amaryllis, les belles dames et les hespérides tachetées. Enfin, trois espèces ou groupes d'espèces. Alors, le type de résultat qui, euh, qui, qui pourrait y avoir dans ces fiches, c'est la première type de résultat, ce serait de pouvoir montrer pour chacune des espèces les variations annuelles et entre les différentes années pour les espèces et de relier ça à ce qu'on appelle la pression d'observation. La pression d'observation, ça va être le nombre d'observateurs et d'observatrices qui ont été là et qui ont observé. Alors là, ce qu'on va voir dans les graphiques, si on regarde le premier graphique, c'est pour la Maryllis, une espèce qui va être très abondante, on va avoir sur l'axe qui est sur votre gauche l'abondance en papillons, donc en rouge. Le graphique en rouge, ça va représenter le nombre de papillons qui ont été observés. Et puis la ligne fine orange, donc ça, c'est sur qu'on voit sur l'axe de droite, ça va être le nombre d'observations. Donc ça va être le nombre d'observateurs qui ont observé ces papillons. Ça va être intéressant de pouvoir relier et de pouvoir savoir si on a eu beaucoup d'observations et si c'est relié au fait qu'on ait aussi en parallèle beaucoup d'observateurs ou pas. Alors, on a trois espèces qui sont assez différentes. Une espèce très abondante, la première, et qu'on observe tous les ans une forte abondance. Donc, pour voir qu'on a une espèce très abondante, on voit sur le côté de l'échelle, on a jusqu'à 750 individus qui ont pu être observés, disons des abondances très, très importantes. Après, on a la belle dame. Là, on a une espèce où on va voir que ça va être très variable en fonction des années. C'est-à-dire qu'on voit que l'observation en haut, le trait orange, va rester globalement le même chaque année. En 2020, on voit qu'on a même plus d'observateurs que les autres années. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà discuté pour ceux qui étaient là, mais c'est en 2020, pendant le confinement, on a eu beaucoup plus d'observations que les autres années. Donc, on voit le trait orange, on a beaucoup plus d'observations. En revanche, on voit que le nombre de papillons observés varie beaucoup en fonction des années. Et pour ceux qui connaissent la belle dame, on sait que c'est une espèce où les populations varient de façon très importante d'une année sur l'autre. Tout à l'heure, il me semble que c'est Daniel qui en a parlé de l'année 2009, où il y a eu des observations de belles dames et des quantités de belles dames astronomiques qui ont été observées. Et là, on voit encore que bah, c'est cyclique. On n'a pas tous les ans les mêmes abondances. Et puis, sur les hespérides tachées, qui sont des espèces, une espèce qui est beaucoup moins vue. Hein. Donc, on voit là sur le graphique, on a, on a une échelle qui est beaucoup plus petite. Et donc, on va pouvoir aussi voir l'évolution en fonction des années.
Alors, d'autres choses qu'il va y avoir dans ces fiches espèces, ça va être de pouvoir positionner. Donc là, Angélique vous a donné tout à l'heure le top 5 des espèces les plus vues. On va pouvoir regarder de façon graphique comment est-ce que ça se répartit. Alors là, on voit bien quand on a ce type de graphique à quel point les pierrites blanches sont vraiment très, très fortement représentées. C'est vraiment celles qu'on voit le plus. Et puis, on va pouvoir voir pour chacune des espèces où est-ce qu'elle se situe dans le top 5 et puis comment ça peut évoluer d'une année sur l'autre. L'idée, c'est que ce soit des graphiques qui puissent bouger et que chaque année, ils évoluent. Et puis, un autre type de représentation qu'on voudrait mettre dans ces fiches, c'est des représentations cartographiques. Et là, on voit qu'on a deux types de représentations. On a à la fois une représentation par département, où on va avoir l'abondance totale par département. Et donc, et après, d'autres représentations où on va avoir la présence, absence des différentes espèces en fonction des jardins. Donc là, dans les représentations en haut, on va avoir le nombre d'individus par département. Et puis dans les représentations en bas, on va voir en bleu les points sur lesquels l'espèce a été observée, puis en rouge, les points sur lesquels il y a eu un comptage, mais l'espèce n'a pas été observée. Et là, on va avoir des résultats qui sont intéressants. On voit que les abondances, par exemple, pour la Maris, la première, si on regarde les cartes d'en haut, sont très, très importantes, plus importantes, par exemple, que pour les belles dames. Mais si on regarde juste la présence-absence, donc est-ce qu'elles ont été observées sans regarder le nombre d'individus qui ont été observés, on voit en fait finalement que la belle dame est présente dans plus de jardins. Alors les jardins sur lesquels il y a la belle dame, c'est les jardins avec des points bleus. Alors la différence est subtile, hein. On a à peu près, on a des amaryllis dans un peu plus de 700 jardins et des belles dames dans un peu plus de 800 jardins qui sont présentes. Donc on va avoir deux types de cartes qui vont nous donner des informations différentes qui vont pouvoir être intéressantes. Donc ça, c'est le type de représentation sur lequel on travaille. Et puis après, on voulait aussi vous parler un petit peu d'autres choses à découvrir autour de l'opération Papillon. Alors cette année, on a travaillé, enfin beaucoup Angélique a travaillé, on a travaillé ensemble à produire une synthèse pour présenter les différents résultats qui sont issus des données qui ont été récoltées dans le cadre de ce programme-là. Alors, c'est des résultats sur lesquels ils ont déjà été faits des restitutions, mais là, on a voulu essayer de faire un peu voilà, une synthèse graphique aussi de tous ces différents résultats. À savoir qu'il y a déjà 6 publications qui ont été produites à partir des résultats de l'opération Papillon. Il y en a une qui est en cours et qui devrait être produite, qui devrait sortir, on l'espère, cette année en 2024. Et donc, ce document qui va résumer un petit peu tous les grands résultats qui ont été produits grâce aux données récoltées dans ce programme-là. Alors, pour l'instant, le document est disponible sur le site de Noé et il sera publié demain. Donc, vous l'avez un peu en avant-première. Il sera publié demain sur le site de l'Observatoire dans les actualités. Donc, vous pourrez le retrouver demain dans les résultats. Une autre chose dont on voulait vous parler, donc ça c'est pour si vous voulez aller aussi aller plus loin et puis pour avoir d'autres ressources. Cette année, une professeure du Muséum national d'histoire naturelle, qui s'appelle Emmanuelle Porcher, donc qui travaille dans le laboratoire dans lequel je travaille, a eu l'honneur de se voir attribuer une chaire au Collège de France pour parler des interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Alors, on a voulu vous en parler parce que c'est des cours qui sont, donc, ils sont passés. Ça a commencé en janvier et ça s'est fini il y a quelques semaines. Mais tous les cours et les enregistrements sont disponibles sur le site du Collège de France. On vous conseille notamment d'aller voir la leçon inaugurale d'Emmanuelle Porcher sur les interactions entre les plantes et les pollinisateurs, qui était vraiment c'est un cours d'1 heure, et donc vous pouvez retrouver la vidéo. Donc pour ça, il faut juste aller sur le site du Collège de France et vous allez retrouver cette vidéo. Et dans le cadre de cette chaire, Emmanuelle Porcher m'a proposé de faire un cours d'1 heure sur les sciences participatives. Et donc, j'ai fait un séminaire d'1 heure sur les sciences participatives qui est également disponible
sur le site du Collège de France et dans lequel sont présentés les résultats produits grâce à ces projets de sciences participatives et notamment les résultats de l'opération Papillon. Donc c'est quand même une belle nouvelle de dire que cette année, on a parlé de l'opération Papillon au Collège de France. Et vous pouvez retrouver aussi les vidéos et les enregistrements donc, sur le site. Et puis, on voulait vous parler, pour finir, et puis après, on va s'arrêter pour qu'on puisse avoir un peu de temps quand même pour discuter, euh, de nouvelles d'autres observatoires, et notamment pour certains qui ont participé il y a plusieurs années à l'opération Papillon. Donc, cette année a été relancée euh, l'opération Papillon. Vous pouvez y participer. Alors, ce n'est pas sur le site, le même site que l'observatoire l'opération Escargot, pardon, pas l'opération Papillon. Ce n'est pas sur le même site que l'opération Papillon, c'est sur le site CUBS pour la qualité biologique des sols, qui est un autre site de sciences participatives. Vous pouvez utiliser vos mêmes identifiants et importer vos jardins pour participer. Là, le principe pour participer, donc, c'est d'installer un abri dans son jardin. L'abri, ça peut être soit une coupelle en terre cuite d'une trentaine de centimètres de diamètre, soit une planche en bois non traitée, et de venir observer et identifier les escargots qui s'y sont installés. Et donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est un site qui ressemble beaucoup à celui de l'opération Papillon, donc vous retrouverez vos marques. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir prendre des photographies des escargots et limaces qui sont observés. Donc là, un petit exemple de collection qui a été réalisée. Et pour aussi se décomplexer, les autres participants vont vous aider à identifier et à valider vos observations. Donc, on voit là le petit curseur vert en dessous avec le nombre de validations. Donc, si jamais on n'est pas sûr de soi, on peut mettre une identification. Les autres vont pouvoir nous aider à réidentifier l'escargot et l'espèce qu'on a observée. Et puis, on a travaillé avec Angélique aussi, puis d'autres collègues cette année, pour faire un nouveau guide, un peu à la manière de celui qu'on vous avait fait sur les papillons, là sur les escargots et limaces, qui s'appelle Coquille et Mucus. Et donc, on vient de le terminer et je crois qu'il vient de partir à l'imprimeur. On devrait l'avoir sous peu. Voilà, bah, je vous remercie. Et puis on va prendre vos questions, on va peut-être arrêter le partage. Si vous voulez, alors, moi j'ai essayé de répondre au fur et à mesure à certaines questions qu'il y avait en ligne. Euh, donc, n'hésitez pas, si vous en avez, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous le souhaitez. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez, si vous souhaitez prendre la parole. Puis on va regarder les réponses auxquelles tu n'as pas, les questions auxquelles tu n'as pas encore répondu. Peut-être. Est-ce qu'on pourra disposer de la présentation? Alors oui, on vous enverra le replay du webinaire et puis je pense qu'on peut aussi vous envoyer les diapositives de présentation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Existe-t-il une cartographie de la répartition des différentes espèces observées? Si vous pensez à une cartographie nationale, enfin, hors opération papillon, disons toutes données confondues, ce sont des choses qui existent. Vous avez plusieurs sites ressources, déjà vous avez des livres, enfin des guides, le petit guide dont on vous a parlé, mais il y a aussi des guides exhaustifs de papillons de France et même d'Europe. Et après, vous avez des ressources aussi sur Internet, différents sites. Je pense aussi de l'INPN, donc l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui propose des cartographies sur les espèces, la biodiversité française en général. Pour les papillons, il y a aussi le site L'Épinette, qui est une ressource assez intéressante. Quelqu'un qui a posé la question sur les résultats sont-ils présentés à l'échelle des départements et des régions? Je
pense que là, c'était sur la restitution, la visualisation des données. Exactement, oui. Sur les Ouais. bilans que vous réalisez, puisque comme vous l'avez dit, il y a des papillons qu'on ne voit qu'en montagne, donc ça n'a pas de sens de vouloir regarder ça dans le Loiret, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de redescendre à des espaces plus réduits. Ouais. Alors ça fait partie effectivement de toutes les questions qu'on se pose autour des restitutions. C'est jusqu'à quelle échelle est-ce qu'on descend? Et effectivement, d'introduire notamment de la cartographie pour pouvoir présenter les résultats aussi avec de la cartographie, ça fait partie aussi de ça. Pour l'instant, on fait surtout des restitutions effectivement à l'échelle nationale, mais parfois en précisant pour chacune des régions les résultats. Voilà. Donc, mais c'est vraiment, effectivement, dans le travail en cours, il y a cette question-là de voir comment présenter les résultats. Et par ailleurs, il y a aussi la question de savoir comment pouvoir présenter aussi les résultats à l'échelle de la participation, en fait. Donc, voilà, on réfléchit aux différentes échelles auxquelles on peut avoir des choses intéressantes. Ensuite, merci Philippe d'avoir partagé le lien de la leçon inaugurale d'Emmanuel Porcher. N'hésitez pas à remonter le chat s'il y a des personnes qui veulent le récupérer directement. On nous demande où peut-on voir la liste des espèces à compter dans un même groupe d'espèces. Alors pour l'instant, c'est un document qui n'existe pas encore. Enfin, on l'a en interne, mais pas vraiment présentable. Ouais. Je crois pourtant, on avait dit C'est en cours, ouais. qu'on la donnerait, ouais. C'est en cours. Ça traîne un petit peu, je vais être honnête, mais c'est en cours de mon côté de vous préparer ça pour que vous ayez tout le détail dans chaque groupe d'espèces. Euh, C'est un petit peu dans le guide, c'est un peu détaillé, mais pas de façon très bien structurée. Donc, il y avait l'idée de faire un document effectivement pour que ce soit mieux structuré. Tout à fait, Il y a quelques exemples d'espèces qui font partie des groupes, mais effectivement, on l'a dans nos ordinateurs. c'est ça. En parlant de sciences participatives, des applications mobiles peuvent être très efficaces pour identifier des espèces. Cela ne correspond pas au protocole, mais permet tout de même d'avoir une idée de la présence d'une espèce à des endroits géolocalisés. Est-ce que vous travaillez aussi avec ce type de données? Je pense que tu peux Euh, répondre, oui. ouais, alors bah, ça fait un peu écho à une autre question qui a été posée plus haut dans le chat, qui demandait si jamais on a des observations qui sont faites hors protocole sur d'autres espèces, est-ce qu'on peut les transmettre? Il y a effectivement d'autres applications comme INPN Espèces ou comme iNaturalist aussi sur lequel on peut partager des photographies, où on peut avoir aussi de l'aide à l'identification par la communauté et par les autres observateurs. Donc il y a ce genre d'application. Il y a aussi des applications, alors là, pas forcément sur les papillons, mais par exemple sur les plantes comme PlanteNet, où là, on va carrément avoir de la reconnaissance automatique des images et des plantes qui sont postées. On travaille effectivement à essayer de voir comment est-ce que les données peuvent être couplées entre ces différents types de, de recueil de données. Euh, donc voilà, c'est vraiment, enfin, c'est des collègues aussi avec qui on travaille effectivement. Alors ensuite, on a pas mal de demandes pour des liens pour participer. Donc je vais vous mettre les liens donc, de sciences participatives au jardin dans le chat. Et puis, je vais vous mettre aussi le lien du site Cubes pour les personnes qui sont intéressées par le comptage des escargots et des limaces. Et puis, si jamais ce sont des liens que vous perdez, n'hésitez pas à aller sur le site de Noé ou de Viginature et vous le retrouverez assez facilement. Euh, je remonte les questions. Est-ce que l'application Papillon Online est en lien direct avec votre laboratoire? Alors ça, c'est une application qui ne permet pas directement de recenser sur l'application. Par contre, en fait, c'est le contenu du guide papillon qu'on vous a présenté, là, les 52 espèces, que vous pouvez avoir directement sur cette application. Donc c'est en lien, oui, puisque c'est Noé qui l'a développé. Maintenant, comme on ne peut pas saisir et transmettre de données avec, pour participer, il faut toujours se rendre sur le site Sciences participatives au jardin. Par contre, ça vous permet d'avoir les infos sur les espèces dans votre smartphone, si c'est quelque chose que vous aimez. Pour identifier certaines espèces végétales, par exemple, le Google Lens est utile. Existe-t-il une application pour les insectes et animaux? Je
pense qu'on revient sur les applications dont tu parlais, Anne, avec iNaturalist et INPN Ouais, Espèce. qui ne sont pas des identifications avec de l'intelligence artificielle, qui sont enfin, de l'identification avec d'autres experts et d'autres observateurs qui s'entraident et qui s'aident dans l'identification. Ensuite, on avait quelqu'un qui était intéressé sur le programme L'Épinox sur les papillons de nuit, donc il y a un programme de sciences participatives également qui est développé par Noé, actuellement plutôt ciblé sur un public de gestionnaires d'espaces verts et d'espaces naturels. Euh, alors effectivement, on a fait un premier webinaire lundi dernier sur ce programme-là. Si vous voulez, vous pouvez me faire un petit mail et je reviendrai vers vous pour vous donner les dates des prochains webinaires. Je vous avoue que ce sont des collègues qui s'en occupent et donc je ne les ai pas en tête. Je vous mets mon contact dans le chat. N'hésitez pas à me faire un petit mail. Et d'ailleurs, n'importe qui, n'hésitez pas à me faire un mail si vous avez des questions sur l'opération papillon. Sur la participation au comptage des escargots et des limaces, donc effectivement, il faut aller sur le site Cubes où est présenté le protocole. Et en grande ligne, il faut effectivement installer un abri, donc soit une soucoupe ou une planche, le laisser en place au moins un mois, et puis après venir soulever l'abri et identifier et compter les espèces qui sont positionnées sous l'abri et les envoyer de la même façon. Et là, la différence, par contre, qu'on a par rapport à l'opération papillon, c'est qu'on demande maintenant de faire des photographies des escargots, qui sont beaucoup plus faciles à photographier que les papillons. Ils ont l'avantage de bouger beaucoup moins vite quand même. Et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des difficultés, des erreurs sur ce protocole-là, et que du coup, c'était bien de pouvoir avoir de la photo. Et pour plus de détails, ouais, vous pouvez aller voir directement sur le site ou nous réécrire, hein. Parce que du coup, c'est avec Angélique, on coordonne aussi l'opération papillon. Escargot, je les mélange, hein, c'est escargot, papillon. C'est 3 fois, je crois que je me trompe. Il y a Alain qui dit Faune France aussi et iNaturalist, effectivement, sur les applications pour partager de la donnée opportuniste. Et Faune France et iNaturalist sont vraiment vraiment très bien. À quand donc Là, la saisie des données? alors, c'est une vraie question, la petite saisie des données. Euh, il y a... Alors, bon, il est possible on réfléchit pas mal à ça, à savoir notamment comment on pourrait faire en fait, un carnet, enfin une appli de carnet en ligne qui permette de noter les observations, à les envoyer plus tard. La grosse difficulté qu'il y a, pour être complètement transparent, c'est la régularité avec laquelle ça va très très vite, en fait, les changements de technologie dans les applications. Et donc, du coup, ça demande souvent d'être refait de façon très régulière pour nous de trouver des financements pour refaire les applications de façon très régulière. Et on a eu des exemples dans d'autres programmes. Je pense au programme Sauvage de ma rue, par exemple. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui participent à ce programme-là, sur lequel on a une application, on n'a pas trouvé les moyens de la remettre à jour. Et là, du coup, c'est très compliqué parce que s'il y a eu enfin, on a une grosse perte dans la participation parce qu'on a des gens qui se sont habitués à participer via l'application et qui, du coup, après, n'ont plus accès à l'application. Donc, on hésite, on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être intermédiaire pour éviter bah, voilà, ce mode de fonctionnement qui fait que ça, tous les ans, voire tous les 2 ans, il faut vraiment quasiment tout refaire. Ça va si vite, en fait. les, euh, enfin, les technologies changent de façon très, très rapide. C'est le cas pour les sites Internet, hein, mais pour les applications, c'est encore plus rapide. Voilà, on est en réflexion. Les papillons issus d'élevage chez les particuliers sont-ils à comptabiliser? Euh, hmm, C'est une question qu'on ne nous avait encore jamais posée. Euh, En fait, j'ai du mal à me dire que vous pourrez pas les comptabiliser, dans le sens où une fois qu'il est relâché, le papillon, savoir si c'est le vôtre ou si c'est un papillon qui est venu naturellement, entre guillemets. Et s'il fait partie de la liste des espèces Oui. qui sont à l'observation, c'est-à-dire que c'est une des espèces de l'opération papillon. Je viens de mettre Philippe Janet, je viens de Ouais. mettre une anecdote justement sur les belles dames. Donc je prends sur Insectlore, ça s'appelle Insectlore. C'est un truc qui était plutôt dédié à l'éducation nationale. Et
fait de commander des papillons, on reçoit des larves qui se nourrissent dans une boîte, donc des chenilles qui Je dis qu'on on et vous entend pas très après on bien. va pouvoir libérer les papillons. Et donc je libérais les papillons comme ça. Alors moi je les comptais du coup, voilà. Mais c'est pas plus bête des compter, mais par exemple les belles dames, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas plus migrateur qu'une belle dame, euh, si j'ai bien compris. Et donc en fait ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que en fait je les observe dans mon jardin un petit peu, mais ça dure pas très longtemps. Je pense qu'ils se sauvent. Merci pour ce partage. Je Ouais. regarde l'heure qui est déjà 19h36. On a dépassé un petit peu Prendre juste l'heure les à laquelle. dernières questions. En tout cas, si vous devez nous quitter, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Ouais. Euh, on a une petite question de Alain qui nous demande quand on est jardinier, le temps et la fréquence des visites au jardin varient beaucoup en fonction des travaux et de la météo. Ne devrait-on pas standardiser un peu? Peut-être que je peux te laisser répondre là-dessus, Anne. Ouais. Bah, alors, ça fait partie des questions qu'on pose, effectivement, de combien de fois est-ce qu'on est sorti dans la semaine, justement parce que ça, c'est pris en compte pour pouvoir avoir cette information, enfin, c'est pris en compte dans les données de savoir quel a été l'effort et de participation sur cette semaine-là. Donc, effectivement, c'est pas très, très précis, c'est-à-dire juste d'avoir le nombre de jours où vous êtes sorti par semaine. Mais vu le nombre d'observations, c'est déjà un bon indicateur quand même de s'il y a eu une forte pression d'observation ou une faible pression d'observation. Alors, le siège de votre association, j'imagine que c'est pour toi, ça, Angélique? Oui, j'étais en train de répondre dans le chat en attendant, et du coup, je vais le dire de vive voix. Donc, Noé, notre siège il est à Paris et nous avons aussi une antenne à Marseille. Par contre, ce que j'ai rajouté dans le chat, c'est que nos bureaux ne sont pas ouverts au public, c'est vraiment nos locaux dans lesquels on travaille. Et après, sur le fait d'identifier précisément certaines espèces de papillons, il y a effectivement des espèces, enfin, certains papillons pour lesquels on va jusqu'à l'espèce, et il y a certains pour lesquels on va jusqu'à un groupe euh, morpho-espèces, d'espèces qui se ressemblent. Euh, et effectivement, c'est que vous pouvez nous préciser dans les commentaires l'espèce que vous avez observée, mais là, dans ce contexte-là, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est de faire du suivi et de pouvoir regarder dans le temps comment ces populations évoluent. C'est ce type de données, par exemple, qui nous permet de comptabiliser le fait que Angélique a donné un chiffre en début de séminaire en disant qu'on avait perdu en 25 ans 30% des papillons de prairie en Europe. Donc, d'avoir ces genres d'évolution de population, ça, c'est des choses qu'on peut avoir justement parce qu'on va faire des suivis, comme on les fait dans l'opération papillon, en comptant toujours de la même façon. Et effectivement, on va rester, ce qui va pas ça va pas forcément nous intéresser d'avoir le nom de chacune des espèces à chaque fois, mais plutôt de regarder, de pouvoir comparer dans le temps comment évoluent les populations. Et effectivement, pour des données précises euh, et d'identification à l'espèce, ben, de mettre les informations sur iNaturalist ou sur INPN Espèce, ça peut être une bonne alternative. Et du coup, je vais répondre de vive voix à Lila qui nous demandait le siège de Noé pour savoir si c'était possible de faire un stage de VTS. Lila, n'hésitez pas à me faire un petit mail, j'avais mis mon contact, mais je peux le redire de vive voix, c'est obj@noé.org. Si vous pouvez me mettre votre CV, une petite lettre de motivation, où vous me dites un peu quelles sont les thématiques qui vous intéressent, et je pourrais le faire tourner chez Noé pour voir s'il y a des collègues qui ont des choses à proposer ou si j'ai des choses à proposer sur des thématiques qui peuvent vous intéresser et avec des activités qui peuvent être compatibles avec vos besoins. Une pierrite de la rave le lundi et une pierrite du chou le mercredi. On compte combien en fin de semaine? Euh, On en compte une, parce qu'effectivement, c'est dans le groupe des Pierrides, maximum, on en a une. ouais. Eh ben, je
pense qu'on a commencé à faire le tour des questions. Ouais. Merci à toutes et tous. Ouais. Euh, et puis c'est un plaisir de vous voir même un peu de loin comme ça, de revoir des visages connus. Et puis, encore merci hein, d'être là. Sans vous, l'opération Papillon, ça n'existe pas. Donc, j'espère que ça vous continuera à vous motiver et qu'on aura des nouveaux participants parmi vous. Très bonne soirée à tous, en tout cas. Bonne Au soirée. revoir, bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Bisous. Voilà. Merci. 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 Ouais. Les fidèles, les plus fidèles. Mais c'est très agréable en tout cas. On vient encore d'en voir dans les Pyrénées aujourd'hui. Voilà. Ah, Ils ne sont pas comptabilisés. Hein, mais bon. vous êtes où dans les Pyrénées? Près du Champ. Ah, Enfin, on habite près de Toulouse, mais on a une maison près du Champ. Tiens, une petite tortue, une autre tortue. Allez, cet après-midi, à 500 mètres, un macaron, une petite tortue, une grande tortue. Voilà. oh là là, C'est là que je les vais bouger de chanceux. la région parisienne. Non, mais attendez, hier, notre fils à Luxembourg a vu un macaron. À Luxembourg. Voilà. Ouais. Vous avez plus J'en ai pas vu chez moi. Moi, je pars en Bretagne ce week-end, aller voir un peu de la Ah, nature. Je vais aller observer un peu. ouais, Tu auras- on a vu Macaron, Vulcain et votre en Côte d'Armor. Mm. Ah, sympa. Tant que ce soit pas trop venteux. Pas trop pluvieux. Mm. Bravo. Bon, bah, très Ouais, je pense que je vais très couper bonne la. soirée. Tu peux couper ouais, l'enregistrement, peut-être?
aussi. Tout à fait. De toute façon, je couperai la fin au Ouais. montage et le début.